Imaginez un langage secret. Un langage parlé sans un seul mot, mais compris par des milliers de personnes. Un langage qui pendant des siècles a permis de créer des liens, de bâtir des communautés et parfois même de sauver des vies. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'histoire et la pratique du cruising. Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple recherche de partenaires. C'est une histoire de résilience et d'ingéniosité. Alors, c'est quoi ce fameux langage secret qui a été si crucial pour la communauté queer? Eh bien, la réponse, elle se cache juste sous notre nez, dans des lieux qu'on traverse tous les jours. C'est un code qui a transformé des endroits tout à fait banals en espaces de rencontre et de reconnaissance bien avant que la société ne soit prête à l'accepter. En fait, ce langage, c'est une conversation silencieuse. Pensez à un parc, un coin de rue, ou même l'ambiance un peu sombre d'un bar. Tout se joue dans un échange de regards, un geste discret, un signal que seuls les initiés peuvent comprendre. C'est tout l'art de se trouver et de se reconnaître au milieu de tout le monde, sans jamais attirer l'attention. C'est assez fascinant quand on y pense. Bon, mettons un mot sur cette pratique. C'est le cruising. L'idée, c'est de chercher une connexion, souvent sexuelle, oui, mais en utilisant uniquement des signaux non verbaux. Dans un monde où s'exprimer ouvertement était dangereux, le regard est devenu l'outil le plus puissant. Un simple coup d'œil, maintenu juste une seconde de trop, pouvait absolument tout dire. Et attention, il ne faut pas s'imaginer une drague un peu maladroite. Pas du tout. Comme l'a si bien dit l'icône Dorian Corey, c'est la véritable forme d'art du flirt. Cette phrase, elle dit tout. Le cruising, c'est une danse subtile, un jeu de séduction qui demande de la finesse, de l'intuition. Bref, c'est tout un art. Pour que ce soit bien clair, on peut le comparer à ce que le cinéma appelle une rencontre mignonne. Le cruising, lui, vit dans l'instant présent. Le but est souvent immédiat, charnel, et la communication est non-verbale, discrète. La rencontre mignonne, c'est tout l'inverse. C'est le début d'une potentielle histoire d'amour, ça passe par la parole, c'est direct et ça vise le long terme. Vraiment deux approches, deux temporalités différentes. Bon, maintenant pour vraiment saisir toute l'importance du cruising, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que ce langage silencieux, il n'est pas né d'une simple envie d'être discret. Non, il est né d'une nécessité absolue de survie, à une époque où être soi-même pouvait vous coûter votre liberté, voire pire. Et cette pratique, elle ne date pas d'hier. On en retrouve des traces dès la Renaissance à Florence. Plus près de nous, dans les années 20, Central Park à New York avait déjà ses coins bien connus. Dans les années 70, on a même vu apparaître le Hanky Code, ce fameux code des mouchoirs de couleur pour communiquer ses préférences. Et puis il y a cette date, 2003. C'est seulement en 2003 que la Cour suprême américaine a invalidé les lois qui criminalisaient les relations homosexuelles. 2003, c'est hier. On va prendre une seconde pour que ça rentre bien. Jusqu'en 2003, une relation intime entre deux personnes de même sexe pouvait vous envoyer en prison dans certains États américains. Face à cette menace constante, le silence et la subtilité n'étaient pas un choix, c'était une armure. Ce langage codé, c'était donc bien plus qu'un jeu de séduction, c'était un outil de survie. Mais l'impact du cruising va bien au-delà de la simple rencontre. Comme le dit très bien le réalisateur Adam Baran, pour beaucoup, c'était ce moment incroyable de reconnaissance. « Oh mon Dieu, il y a d'autres personnes comme moi ». Ce sentiment, celui de ne plus être seul au monde, c'est la base de toute communauté. Ces rencontres silencieuses ont été les premières graines de la solidarité qui a, plus tard, donné naissance au mouvement pour les droits LGBTQ+. Et aujourd'hui, alors, eh bien, la pratique a énormément évolué, bien sûr. On va voir comment le cruising est passé des parcs et des quais aux pixels de nos écrans de téléphone. L'évolution est radicale. Avant, on avait des lieux physiques, connus par le bouche à oreille. Aujourd'hui, on a des applis où tout est à portée de clic. Les signaux subtils, comme les mouchoirs de couleur, ont été remplacés par des profils en ligne très détaillés. Et la géolocalisation a remplacé les longues marches d'observation. L'essence est la même, mais les outils, eux, ont complètement changé. Certains lieux, bien sûr, sont devenus des classiques intemporels. Les parcs, les bars spécialisés, les bains publics. Mais aujourd'hui, le terrain de jeu s'est immensément élargi. Il est littéralement dans notre poche. Cette capacité d'adaptation, elle montre bien que le cruising est une pratique vivante qui évolue avec son temps. Mais alors, concrètement, comment ça marche? Comment on peut tenir toute une conversation sans dire un seul mot? C'est tout un art qui repose sur deux choses, l'observation et la réciprocité. On peut décomposer le processus en 4 grandes étapes. D'abord, il faut lire le contexte. On n'agit pas de la même façon dans un lieu public que dans la backroom d'un bar. C'est logique. Ensuite vient le moment clé, le contact visuel. Il doit être maintenu juste assez longtemps pour que le message passe. Si le regard est rendu, alors l'un des deux fait un pas, au sens propre comme au figuré. Et enfin, la dernière étape, c'est de lire la réaction de l'autre et d'y répondre. Et voilà, le dialogue silencieux est engagé. C'est exactement ce que décrit Dark Wolf. Ce n'est pas juste un regard, c'est un jeu de miroir.
une reconnaissance mutuelle. Ils voient que vous regardez et vous les voyez regarder en retour. Et ils savent que vous les voyez regarder en retour. C'est dans cette boucle de regard que toute la conversation prend forme. C'est super subtil. Et c'est un point très important. Parfois, le but, ce n'est pas la destination, mais le chemin pour y arriver. La tension, le jeu, le frisson de cette connexion silencieuse, tout ça peut être une fin en soi. L'expérience peut être complète et satisfaisante, même s'il ne se passe rien de plus. On passe maintenant à la dernière partie et sans doute la plus cruciale, l'éthique et la sécurité dans le cruising d'aujourd'hui. Et là, le conseil de Zéphyr Mercure est fondamental. Il faut être prêt à protéger ses propres limites, qu'elles soient physiques, sexuelles ou émotionnelles. Le cruising demande de bien se connaître et d'être capable de communiquer un oui ou un non très clairement, même sans utiliser de mots. Pour que l'expérience soit bonne pour tout le monde, il y a quelques règles d'or. D'abord, être conscient de son environnement, c'est la base de la sécurité. Ensuite, la santé sexuelle est une priorité absolue, ce n'est pas négociable. Et enfin, tout repose sur le respect. Respect du consentement de l'autre, qui doit être clair, et respect des lieux en les laissant propres. C'est du bon sens en fait. Et puis, il faut parler du rejet. Ça fait partie du jeu et c'est tout à fait normal. Un non, ce n'est pas une attaque personnelle. C'est juste l'expression des envies ou des limites de l'autre personne à cet instant précis. Il faut vraiment dédramatiser ça pour pouvoir continuer à explorer sereinement. Alors, pour finir, on peut se poser la question. Dans notre monde d'application et de gratification instantanée, quelle est la place de cet art intemporel ? S'il y a bien une chose que le cruising nous apprend, c'est que le désir humain trouvera toujours un moyen de s'exprimer, avec ou sans les mots. Les outils changent, mais le langage du regard, lui, il a l'air d'être là pour durer.